Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité, merci pour vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder comme chaque jeudi soir à 21h30 ici même sur Télésud. Merci de votre fidélité. Ce soir, vous le savez, ça fait débat comme chaque jeudi, comme son nom l'indique, une émission de débat, d'actualité, de décryptage et peut-être certainement allons-nous polémiquer tout à l'heure. Allez, c'est parti l'émission au menu de ce soir. Au sommaire, Lampedusa en 20 ans, au moins 20 000 migrants sont morts. L'Union européenne doit-elle mettre enfin en place une politique commune de l'immigration? Comment éviter ces drames et comment enrayer ce phénomène? On en parle tout à l'heure. L'Égypte, plus que jamais on en parle, et bien justement les interdictions des frères musulmans, joue-t-on l'apaisement ou le contraire? Est-ce qu'il y a d'un côté les pro-Morsi et puis de l'autre les anti? La population est-elle vraiment scindée? Dakar, coupure d'eau, d'électricité et de l'eau. Le gouvernement a-t-il les moyens d'entretenir et d'organiser les infrastructures nécessaires à une grande capitale qui s'appelle Dakar? Doit-on libérer Karim Wade? Peut-être que ça réglerait le problème. C'est évidemment, il n'y a pas une liaison avec le lot, mais on en parle. Et puis le gouvernement sale, il a déçu. Est-ce qu'il a déçu? C'est la question qu'on pose. Et puis la gronde va-t-elle prendre de l'ampleur? Et enfin, Maroc. Le kiss-kiss, après le French kiss, eh bien le Maroc kiss, la photo qui est jugée comme une atteinte grave à l'éducation et à la culture marocaine. On en parle. Le Maroc doit-il se débarrasser de certaines de ses lois obsolètes? Ou est-ce que saurons-nous tout à l'heure autre chose? Peut-être que vous allez polémiquer tout simplement. Voilà, ici même dans Ça fait débat. Et en seconde partie de cette émission, vous savez, la dernière ligne droite, nous allons retrouver notre invité, nos invités, ils sont deux, ici pour parler stop au contrôle au faciès. C'est monsieur Issa Coulibaly, qui est le directeur d'ONG, étudiant en sciences politiques, et puis maître Slim Benachour, qui est avocat au barreau de Paris. Ils viendront nous parler à la fois de... Vous savez, de ce procès qui s'est tenu, c'était une première, l'État a été condamné, et puis ils ont fait appel, on en parle ici, ça s'appelle Stop le contrôle au faciès. Messieurs, vous êtes prêts? Madame aussi également, vous le savez, le dicton n'a pas changé, ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Eh oui. Alors Gabriel, évidemment, pour traiter, pour commenter, pour polémiquer, pour parler, analyser, décrypter tous ces sujets, toutes ces thématiques très lourds, eh bien, je commence par mesdames. Siam Swede. Sur Lampedusa? Surtout. Attention, hein. Ah ouais, d'abord, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. J'aime bien, je t'entre tout de suite. Vous êtes maître de conférence, j'allais dire. Vous êtes chargé de mission auprès de Christine Taubira, ministre de la Justice. Et puis vous êtes aussi chroniqueuse pour le magazine Le Point. Oui. Avec Gisbert. Oui. Absolument. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, merci. Super. Y compris auprès de Taubira? Très bien. On n'arrête pas de parler de vous en ce moment. C'est simple, il y a Hollande, il y a Valls, il y a Taubira tout de suite après. Elle fait sa campagne, elle aussi? Non, elle ne fait pas sa campagne. Elle fait pas sa campagne. Elle se bat pour ses réformes. John, justement à ses côtés, John Haïté d'Ossavi, vous êtes journaliste. Je suis journaliste sur Radio Fréquence Paris Pluriel, de préférence journaliste culturel, mais c'est une belle entrée pour moi de donner une autre facette de moi, sachant très bien que je suis aussi un citoyen du monde qui s'intéresse énormément à la politique, et je crois bien sûr que c'est un nombre de personnes qui me découvrent dans ce débat auront une autre image de ma personne sur le plan politique, bien sûr. Et vous êtes aussi un personnage politique. Non, je rigole. Je crois que vous allez vous lancer bientôt. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, non, vous étiez parti. Vous étiez sur un élan. Je sais pas. Je me suis dit qu'il était en plein meeting. En plein meeting politique. Je sais pas. Surtout pas du tout. Exactement. J'ai tellement affaire avec le réseau africain des promoteurs entrepreneurs culturels qui est souvent. C'est John Haïté d'Ossavi. Bienvenue à vous. Merci et enfin, beaucoup. Comme chaque jeudi, face à vous, vous avez donc Gabriel Mbarga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Adil Farkan. Journaliste à Télésud. Journaliste à Télésud où j'ai conçu une émission sur l'histoire. Ça s'appelle l'Histoire. Ça s'appelle l'invité de l'histoire. L'invité de l'histoire. Rappelez-nous, c'est diffusé quand? Le lundi, à 22h30 maintenant. Voilà. Absolument. Bon, écoutez, voilà, à suivre tout ça attentivement. Allez, démarrer, vous pouvez nous suivre et commenter, vous le savez très bien, sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, CF débat, si vous le souhaitez. Peut-être qu'on relaiera tout cela, évidemment, bien sûr, dans cette émission. Allez, c'est parti, on va commencer par le premier sujet. Lampedusa, on n'a cessé que de commenter ce sujet, on va le commenter ici même dans Ça fait débat. Ce que je vous propose tout de suite, avant de se retrouver, c'est de regarder ce reportage très précis proposé par la rédaction de Télésud. Regardez, et on se retrouve tout de suite après. C'est un problème qui ne nous concerne pas nous, mais l'Europe. Comment l'Europe entend défendre les frontières qu'elle a dessinées avec le traité de Schengen? Le ministre de l'Intérieur italien est remonté contre l'Europe au lendemain de la tragédie de Lampedusa.
Dans la foulée, une réunion des ministres de l'Intérieur européens a été prévue. La réunion s'est tenue ce mardi au Luxembourg, mais pas de grandes mesures de la part de l'Europe, comme le souhaitaient de nombreuses associations de défense des droits des migrants. Je vais proposer aux États membres d'organiser une grande opération Frontex contenant le tout du Méditerranéen, du Chypre en Espagne, pour une grande opération Safe and Rescue sur la Méditerranée. L'Europe promet une grande opération de sécurité et de sauvetage en Méditerranée, mais pas question de modifier les règles sur la demande d'asile. Il reste encore de convaincre les pays. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, devrait lui se rendre mercredi à Lampedusa pour rendre hommage aux dizaines de personnes qui ont péri dans les naufrages. Plus de 200 corps ont été retrouvés, mais il reste encore une centaine de corps prisonniers de l'épave qu'il faudra remonter. Alors que le cimetière de Lampedusa, où les corps déjà remontés ont été enterrés, est désormais plein. Nous ne pouvons pas enterrer tout le monde. Il n'y a plus de place, sinon nous l'aurions fait. Le cimetière est petit. Il nous est impossible de prendre tous ces corps. La plupart des migrants venaient de l'Érythrée et de la Somalie. Nathaël était, lui, sur un autre bateau. Il déconseille désormais la traversée de la mer à tous ceux qui rêvent de venir en Europe. Je sais ce que c'est, j'ai participé, explique-t-il. À tous ceux qui sont en Libye, je leur dis, ne prenez pas le bateau pour venir en Europe. Choisissez une autre option. Le naufrage du bateau survenu la semaine dernière au large de Lampedusa est l'une des plus grandes tragédies de l'immigration clandestine de ces dernières années. Je vous le disais tout à l'heure, hein, en 20 ans, au moins 20 000 migrants sont morts. Premier mot, Gabriel Mbarga, est-ce que l'Union européenne doit-elle vraiment durcir les contrôles des flux migratoires? Est-ce que la question doit être passée par justement cela? Gabriel. C'est un problème qui concerne deux parties, l'Afrique et l'Europe. Du point de vue de l'Europe, il y a une question qui se pose par rapport à des gestions de flux migratoires. Mais sur cette question-là, j'ai plus envie de parler au côté africain de cette histoire. Parce qu'on l'a vu dans cette tragédie, l'Europe s'exprime, l'Italie même a décrété un jour de deuil national. Il n'y a pas eu un seul communiqué, soit de l'Union africaine, soit d'un pays africain. C'est quand même trouble comme attitude. Il faut que l'Afrique aussi apprenne à préserver ses enfants. Exactement. Ce n'est pas simplement aux autres de régler nos problèmes, parce que ces gens partent souvent de pays qui sont dévastés par la guerre ou la misère ou les problèmes économiques de tous ordres. Et on sait très bien que c'est la pression économique qui fait partir un certain nombre de personnes. Donc l'Afrique a une responsabilité très importante dans cette question. Il ne faut pas qu'elle continue à se voiler la face et attendre que les gens sortent de partout comme des rats. Là, on dit 20 000 morts en 20 ans. Ce sont des chiffres qui font peur. Ce sont des chiffres de guerre, de conflits armés. Et là, c'est parce que les gens ont voulu fuir par le désespoir. Les Africains aussi doivent s'interroger et il faut... On dit toujours il faut, mais on voit bien que les pays qui se portent bien n'ont pas... Pourquoi les Angolais n'émigrent pas maintenant? Quand ils étaient en guerre, ils émigraient. Pourquoi les Ghanéens aujourd'hui, même s'il y a eu une forte prostitution, notamment des Ghanéens, c'est plutôt lié à une tradition de certains groupes qui sont plus disséminés dans plusieurs pays de la région, le groupe des Yoruba, enfin c'est un peu culturel. Mais quand un pays se porte mieux, on ne voit pas les Équato-Guinéens partout dans le monde, parce qu'ils vont bien. On ne voit pas un certain nombre de nationalités dans le monde quand ça va bien. Il y a de plus en plus de pays qui étaient épargnés par ça. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Je pense qu'il faut une plus Justement, ça fait débat. Il faut une plus grande solidarité de l'Europe, et je pense que l'Europe a toute sa responsabilité dans cette tragédie. Attendez, juste, on la laisse finir. On parle d'enfants, de mamans. Qui sont morts de bébés. C'est une tragédie. Non, je voulais juste dire que l'Afrique a un problème à régler. Maintenant, l'Europe, l'attitude de l'Europe, c'est autre chose. Et sur ce point, je suis prêt à vous suivre, à vous écouter. D'abord, pour vous dire, oui, c'est des personnes qui fuient la misère. Donc, l'Europe doit aussi être solidaire face à ces pays africains et doit augmenter le droit d'asile. Je pense qu'on doit aussi... nos frontières sont assez durcies comme ça. Donc, à un moment donné, l'Italie ne peut pas tout porter sur son dos. Donc, il faut que l'Europe aussi, chaque pays européen, prenne ses responsabilités. Accepte
pas d'ouvrir ses frontières, mais d'accepter le droit d'asile pour les personnes où les pays sont en guerre, comme les Syriens ou des pays très pauvres. Je pense que l'Europe doit... Est-ce qu'il faut durcir, par exemple, les contrôles des flux? Je vous donne la parole. Est-ce qu'il faut durcir vraiment les contrôles des flux migratoires? Il y a déjà Frontex qui contrôle les flux migratoires dans la mer. On voit que c'est pas assez nécessaire, que c'est pas assez utile. Donc, à ce moment-là, mettons de l'argent, augmentons ces bateaux-là pour éviter ces drames, pour pouvoir... En même temps, vous faites référence à Frontex, mais son budget a été réduit. Il faut augmenter. C'est la faute de qui? La faute de l'Europe. Je suis désolée. C'est l'Europe qui doit... On a très peu entendu, pardonnez-moi, on a très peu entendu là-dessus François Hollande, le président français, s'exprimer, hormis peut-être fustiger certaines choses. J'ai honte. C'est pas normal. J'ai honte. C'est absolument pas normal. Et les personnes qui disent, et c'est une hypocrisie aussi de l'Europe par rapport à cette tragédie d'en faire... Je crois qu'il est tout autant important de le souligner parce que quelque part, on se rappelle le 29 décembre 2007, j'en suis persuadé et plus que sûr que l'Italie a joué un rôle moteur dans l'histoire justement de combattre l'immigration illégale, en se servant de pont d'arrivée sur l'Europe avec les autres pays européens. Même si ça, ne s'est pas dit, j'en suis vraiment plus que persuadé qu'il y a un accord de Tacite et qui avait fait que Kadhafi et l'ex-président italien, président du Conseil Prodi, avaient signé un accord le 29 décembre. C'était en 2007, voilà. Or, ce problème de Lampedusa a commencé depuis bien longtemps. Et ça, ils avaient utilisé, bien sûr, la Libye pour justement freiner cette immigration. Moi, je voudrais justement, oui. C'est très important de le souligner parce que là où il faut d'avancer aussi pour comprendre. Oui, non, mais on va avancer. Non, mais ce qui est très important, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Italie est en train de réclamer l'aide de toute l'Europe. Mais c'est vrai que l'Italie aurait dû d'abord, au début, en signer l'accord pour freiner ces immigrations. Justement, je pose la question. L'Union européenne, justement, est-ce qu'elle doit mettre en place une politique commune de l'immigration? Ce n'est pas une question. Comme le rappelait si bien, vous faisiez allusion à cela, mais ce n'était pas ma question. Voilà. Gabriel. Alors, dans un premier temps, j'avais appelé les Africains à la responsabilité. Maintenant, question Europe, effectivement, il y a un problème qui se pose aux portes de l'Europe. Mais même si... Est-ce qu'il faut une politique commune? J'y viens. Déjà, il faut punir les pasteurs, je pense. Même si je réagis d'abord, madame, en tant qu'Africain, pour appeler les miens à la responsabilité, quand je vois la question du côté européen, je vois les problèmes qui se posent. C'est-à-dire qu'en Europe, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de problèmes de chômage, il y a une montée des extrêmes, il y a une montée des nationalismes. C'est-à-dire que si l'Europe, je ne suis pas en train de leur proposer une solution, d'abord, je n'en ai pas la compétence, j'observe simplement. Si l'Europe aujourd'hui s'ouvre, vous verrez que les mêmes nations européennes qui sont en train de devenir de plus en plus extrêmes vont encore trouver là un prétexte pour se radicaliser encore plus. Est-ce que l'Europe a les moyens financiers aujourd'hui d'accueillir toute cette immigration? Est-ce que l'Europe, politiquement, aujourd'hui, peut... L'Europe est le continent le plus riche. Il faut arrêter de se leurrer et se cacher derrière la crise. C'est l'Europe le plus riche. Et l'immigration rapporte de l'argent aux pays comme la France. Vous ne me comprenez pas parce que je ne suis pas en train de proposer une solution à l'Europe. Je dis simplement que les Européens, ils ont un problème qui se pose à travers la question migratoire. Et s'ils s'ouvrent, ils alimentent les extrêmes. S'ils se ferment, ils alimentent aussi le débat d'intellectuels de gauche. Et on n'accepte personne, on reste dans notre coin et on... J'ai eu envie de vous dire à un moment que, en vérité, ça ne me concerne pas. Moi, en tant qu'Africain, je veux que chez moi, qu'on n'expose plus ces enfants. Je veux que chez moi, on protège ces jeunes-là. Ça, c'est du point de vue de l'Afrique. Maintenant, du point de vue de l'Europe, c'est vrai qu'il faut de l'humanisme, etc. Mais la suite, c'est quoi? Est-ce qu'on va donner du travail aux gens? Est-ce qu'ils vont vivre comment? On va leur donner des aides? Ça va être quoi? L'assistanat? On va entendre parler de ça partout. Je distribue la parole, s'il vous plaît. Non, mais c'est très intéressant vos points de vue. Vous créez des clichés sur vous-même. Alors attendez, je vous donne brièvement la parole. Attendez, voilà, c'est brièvement. Je sais que c'est intéressant. Je sais que vous êtes passionné par ça. S'il vous plaît, de grâce, Siam Souid et ensuite John. Au contraire, quelqu'un qui a connu la misère va se donner les moyens de trouver du travail et d'en faire
plus que quelqu'un qui n'a pas connu la misère. Ce que j'ai envie de dire à mes petits frères qui sont là-bas, c'est de ne pas prendre le bateau, de ne pas venir clandestinement ici, de ne pas venir ici quand on a déjà un certain âge. Parce qu'il va falloir s'adapter, il va falloir apprendre un autre mode de vie, une autre société, renoncer à tout ce qu'on est. Le problème du chômage, vous l'avez rappelé, de la misère, etc. Tout ce qui concerne, que ce soit le chômage, que ce soit tout ce qui a été dit, vous savez, il y a quelque chose qui est très important. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, vous ne pouvez pas... Non mais, excusez-moi, vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais c'est normal, cette personne est dans une démarche logique à d'avoir l'esprit de survie chez un être humain, chez les animaux. Cet instinct de survie, vous ne tenez pas compte. Vous avez parlé tout à l'heure des dirigeants africains. Ok, d'ailleurs... Je voulais ici justement dire que je partage ce point de vue qu'on n'attend pas ces dirigeants africains. Mais moi, je ne veux pas rester là. L'Europe doit prendre ses responsabilités parce qu'ils ont permis à un certain nombre de continents de se développer. En faisant des transferts de technologie vers les Asies. Alors, et pourquoi ils ne le font pas? Ils doivent être responsables parce que toutes les richesses... Je rejoins ce que dit un peu John, parce que si vous voulez, c'est vrai qu'il faut... Vous savez que les médias aussi, il y a un impact immédiat et instantané quasiment auprès du public. Donc il va falloir qu'on fasse très attention à ce qui se dit, s'il vous plaît. Comment? Je parle de transfert de technologie, attention. On n'a pas parlé de Z. L'Afrique doit compter sur elle-même. Tant que vous allez attendre qu'on vienne vous aider, vous transférer de la technologie, vous donner de l'argent, il y aura rien. Ils n'en ont pas les moyens. Mais qu'est-ce qui vous dit ça? Mais ils n'en ont pas les moyens. Mais qu'est-ce qui vous dit ça? Le Ghana est en train de se développer, l'Angola est en train de se développer. Qu'est-ce qui vous dit ça? Le Mozambique, la Tanzanie, ils ont besoin des entreprises européennes pour pouvoir se développer dans leur pays. Il a parlé de... Et les pays d'Asie se sont développés parce qu'ils ont attendu qu'on les aide. Il a parlé de... Hop, s'il vous plaît, on va essayer de s'écouter et de se respecter les uns les autres. S'il vous plaît, je veux bien comprendre que ça fasse débat, mais on peut s'écouter parce que sinon ça devient la cacophonie. C'est très important. C'est très important. Mais vous avez raison, c'est très... Surtout qu'on est très regardé. Surtout qu'on est très regardé, donc il faut aussi faire attention à comment on raconte les choses et comment on les commente surtout. C'est très important. Il faut justement que chaque fois qu'il y en a un d'entre nous qui a la chance d'avoir la parole, qu'ils arrivent au bout de sa logique. Je voudrais ici tout simplement dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays en Afrique. Vous avez fait état du Ghana, vous avez fait état de l'Angola. Moi, j'étais à Luanda. Demandez à la jeunesse d'Angola si, franchement, ils sont dans une bonne situation. Demandez aux SDF en France s'ils sont dans une bonne situation. Vous croyez que la richesse concerne tout le monde? Je ne parle pas des SDF. Moi, je suis en train de parler... Non, mais la misère se trouve partout. Attention, la misère se trouve partout. La misère se trouve partout. Mais demandez à la jeunesse française si elle a envie de s'évader aujourd'hui, si on prend la proportion... Non, quand on veut partir sur une base... Non, mais c'est pas des raccourcis. L'Angola a été en guerre jusqu'en 2002. En 10 ans, ils sont en train de se développer. C'est ce que je vous dis. Je ne vous dis pas que c'est déjà un paradis. Je vous dis qu'ils ont pris la bonne dynamique. Il faut voir l'origine de toutes ces guerres qui minent l'Afrique. Il faut voir l'origine. Parce que c'est très... Mais non, mais si vous la connaissez... Les Africains doivent cesser de compter sur les gens. Attendez, vous savez encore le nombre de pays qui sont encore en conflit aujourd'hui? Il y en a encore beaucoup. Donc les Européens ont le droit de venir, eux, dans les pays africains. Et ils viennent sans visa. Voilà, sans visa. Et non, mais je suis désolée. Alors justement, Siam Sweet, je vous pose la question. Et ce sera ma dernière question. Parce qu'on a largement, et vous pouvez le commenter sur Internet, vous le savez, sur les réseaux sociaux, vous qui nous regardez ce soir, et vous êtes de plus en plus nombreux sur la page Facebook. Ça fait débat, et puis sur Twitter, CF Débat, vous pouvez commenter là en direct. On a très largement dépassé, on me dit à l'oreillette, Raphaël justement, qu'on a dépassé le temps, mais on va tenter de décourter les autres sujets. Et c'est comme ça, c'est évidemment, et on a quelqu'un en régie qui nous donne aussi le timing. Siam, dernière question s'il vous plaît, comment enrayer le phénomène? Vraiment, en un mot. Comment enrayer le phénomène, puisque vous l'avez soulevé ici même? Alors comment on l'enraye? Déjà, est-ce qu'il y a des solutions? Faire punir les passeurs. Déjà, être plus dur vis-à-vis des passeurs, c'est eux qu'il faut emprisonner, c'est eux qu'il faut punir. Et il faut que, moi, je pense que l'Europe doit donner les moyens et doit aussi ouvrir ses portes à des personnes qui sont dans la misère. John? Je crois que je dois justement m'aligner sur la consoeur, sur son idée. La solidarité doit être de mise. C'est pas possible. L'égoïsme ne peut pas faire avancer cette humanité. C'est pas possible. L'Europe à part, nous sommes riches. Vous pouvez venir à la nage et tout ça. C'est la solidarité. Que ce soit les dirigeants africains et les Occidentaux doivent se mettre ensemble pour trouver une solution pour ce problème qui dépasse ma petite personne. Moi, j'appelle... Gabriel, en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, je serai très bref. J'appelle l'Afrique au réalisme. Parce que le monde ne vit pas sur des principes moraux. La réalité est que chacun protège ses enfants, ses citoyens, veut les nourrir et écoute son opinion publique. Aujourd'hui en Europe, il n'y a pas beaucoup de gens pauvres en Europe qui sont prêts à entendre ce que vous dites. Ça ne veut pas dire que c'est ma proposition. La proposition qu'elle fait est très intéressante.
combattre le fléau en combattant ceux qui font ces trafics, les passeurs, etc. D'ailleurs, ce sera forcément fait en coopération avec les pays de la Méditerranée de part et d'autre. On avance, de toute façon, c'est un sujet évidemment qui mérite ici qu'on le traite et qu'on le commente. En ici tout cas, même les dans pays Ça fait débat. d'Afrique n'ont pas que les pays de la Méditerranée. Absolument. Non, mais bien sûr, mais c'est sur le front. Absolument. qu'il y a une Allez, solidarité. direction l'Égypte, s'il vous plaît, direction l'Égypte. On l'a suffisamment commenté ici dans Ça fait débat. On va parler des frères musulmans, des anti et pro-Morsi. Regardons ce sujet proposé par la rédaction de Télésud et on revient tout de suite après pour en parler. Regardez. Au lendemain de heurts qui ont fait 51 morts civils, 3 attentats ont tué 9 personnes ce lundi en Égypte. Le pays semble avoir renoué de plus belle avec la violence. Dimanche, à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la guerre de Kippour, considérée en Égypte comme une victoire contre Israël, une manifestation avait lieu pour soutenir l'armée et les nouvelles autorités du pays. Mais la contre-manifestation des frères musulmans organisée à travers l'Égypte a été réprimée. Gaz lacrymogène, tirs d'armes automatiques, les affrontements ont duré tard dimanche soir. Bilan, au moins 51 morts, plus de 200 blessés, 400 personnes interpellées. C'est le bilan le plus lourd depuis la mi-août lors du violent démantèlement de 2 campements de manifestants favorables au président déchu Mohamed Morsi. Déjà vendredi, au moins 4 civils ont péri dans des heurts entre pro et anti-Morsi au Caire. L'Alliance pour la démocratie et contre le coup d'État, une coalition menée principalement par les frères musulmans, accuse l'armée égyptienne d'avoir attaqué de sang-froid et tiré pour tuer des manifestants pro-Morsi pacifiques. Faux, répondent les autorités qui rappellent que la police égyptienne a fait usage uniquement de gaz lacrymogène. Au-delà des accusations mutuelles, le pays est toujours sous état d'urgence. Les violences, elles, risquent de s'intensifier. L'Alliance pour la démocratie et contre le coup d'État qui rassemble les pro-Morsi sous la houlette des frères musulmans a appelé lundi tous les Égyptiens à manifester massivement dans des marches non violentes contre le régime insensé, fasciste et oppresseur qui divise le peuple égyptien. Allez, justement, parlons-en. Est-ce qu'on joue l'apaisement ? Vous pensez vraiment qu'on joue l'apaisement lorsqu'on interdit clairement un parti, c'est-à-dire instauré après la Révolution, au pouvoir quelques mois plus tôt. Interdiction des frères musulmans, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous fait réagir ? Siam Sweet. Oui, mais en tout cas, je pense qu'on ne joue pas l'apaisement. Ils sont arrivés par les urnes, donc on ne peut pas les chasser comme ça du jour au lendemain. Et au contraire, ça va radicaliser les islamistes en faisant cela. Et la révolution, on la piétine alors, la révolution de janvier 2011, on la piétine, on remet les dictateurs en place, et donc on jette tous les islamistes en prison, et des islamistes considérés comme modérés. Après, ils sont rentrés par les urnes. Je pense qu'il faut travailler avec eux et il faut faire une pédagogie vis-à-vis du peuple. Voilà, je pense que c'est pas la bonne manière de faire, et je pense que c'est une crise qui va, en plus de ça, une guerre qui touche tous les pays limitrophes. Toutes les questions. Ça veut dire que les frères musulmans, ils ont perdu le pouvoir, ils ont perdu leurs activités sont interdites, leurs avoirs sont gelés, et ils continuent pourtant à se mobiliser. Est-ce que cette mobilisation, elle est utile finalement ? Est-ce qu'elle a du sens, John ? Je crois que les militaires qui sont au pouvoir depuis plus d'une 50aine d'années, même 100 ans en Égypte, on va les considérer comme la queue du renard qui sort par la bouche qu'on ne veut pas la croquer. Qu'ils veuillent ou pas, c'est un mouvement qui est un mouvement poumon de l'Égypte. Ce n'est pas d'hier, les frères musulmans. Ils ne se sont pas sortis d'une révolution. C'est une organisation. On peut traiter n'importe quelle organisation de terroristes et tout ça. On avait dit aussi de l'ANC à un moment donné. Donc je crois bien sûr, pour justement fluidifier le dialogue dans ce pays, qui ma foi est un pays historique et pays cher pour ce continent, il faut justement l'apaisement. Mais l'apaisement n'ira pas dans le sens où on va continuer à faire des arrestations arbitraires, à continuer dans un sens où on va vouloir bâillonner un certain nombre de personnes qui ont envie justement de s'exprimer. Alors là, franchement, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. On le sait très bien qu'ils vont commencer à être dans la clandestinité. Est-ce que la mobilisation, est-ce qu'elle doit continuer ? Est-ce qu'ils ont raison de continuer ? Mais la mobilisation ne va pas se continuer sous ce forme, mais ça va s'organiser sous d'autres formes. Ça, c'est clair, parce qu'ils vont poser
déposer des bombes par-ci ou par-là. Ça ne va Gabriel pas régler Barga. le problème non plus. Gabriel Barga, et je vous redonne la parole, Siam. Gabriel. Chaque fois qu'on a interdit, on a plongé les gens dans la clandestinité, on a amplifié les phénomènes. Donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les a portés au pouvoir d'une certaine façon, parce que pendant longtemps on les avait muselés et puis ils ont travaillé en souterrain. C'est ce qui va reprendre. Les mobilisations qui ont dans la rue partent d'un élan et elles seront d'autant plus légitimes encore aujourd'hui qu'ils sont interdits, alors même qu'ils peuvent se revendiquer d'une victoire démocratique aux urnes. Donc ce n'est pas le chemin. C'est vrai que l'Égypte a toujours été un pays dirigé par les militaires depuis 1952 précisément. Et il y a cette militarisation de l'État qui fait qu'il n'accepte jamais de concéder un peu, de faire avec les autres. C'est vrai que Mohamed Morsi, quand il est arrivé, il a commis des erreurs politiques, mais ça ne justifie pas le retour de bâton, la violence qu'on voit actuellement. C'est sûr que le pays est profondément divisé. Moi, je condamne l'opinion internationale. John, je donne la parole à Siam. Oui. Allez-y, John. Oui, je condamne l'opinion internationale qui a accepté sans broncher ce coup d'État militaire. On va l'appeler un coup d'État militaire, d'autant puisqu'ils ont été élus. Elle a si bien rappelé. Donc, quand on renverse un pouvoir issu des urnes populaires, quelque part, c'est un coup d'État. Je vous dis que le monde ne fonctionne pas sur les grands principes moraux. Donc, bien sûr. Vous êtes sur une posture morale. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui soutenaient ces militaires qui ont renversé les frères musulmans, et ce sont ceux qui nous brandissent souvent l'argument de la démocratie. Les Américains soutiennent beaucoup, souvent les militaires en Égypte, y compris ceux qui sont là aujourd'hui. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Leur budget, terriblement leur budget, ouais. Ils ont diminué leur budget par rapport à la pression. Soit ce sont eux qui ont choisi les militaires, ce sont eux qui ont déposé Moubarak. Le monde ne fonctionne pas. Le monde est d'un grand cynisme, malheureusement. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, quand on regarde en tout cas ces sujets de reportage, et puis notamment celui qui a été proposé et qu'on a regardé tout à l'heure attentivement, est-ce que vous avez le sentiment que la population, elle est scindée? Elle est scindée à la fois entre les pros et les anti-frères musulmans. Vous avez ce sentiment, vous, ou pas du tout, Siam Smith? Alors si, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et discuter et trouver une solution politique, parce que sinon, je pense que le pays va même exploser. Voilà, c'est le terrorisme. Vous savez que là, on est en pleine géopolitique. La déstabilisation de l'Égypte fait plaisir à beaucoup, parce que l'Égypte est un pays qui faisait front, notamment à Israël, sur le plan du poids politique et diplomatique. Donc, ceux qui sont les soutiens traditionnels d'Israël, affaiblir un peu l'Égypte, comme on affaiblit aujourd'hui la Syrie, ce sont des questions complexes et qui sont, mais d'un cynisme froid, des plus froids. D'un cynisme le plus froid. Vous rappelez, vous faisiez référence tout à l'heure à Israël. Mohamed Morsi tenait tête à Israël. C'était le seul chef d'État à tenir tête. Et je pense que voilà. Ça peut aussi expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer beaucoup de choses, voilà. Que les Américains soutiennent les militaires. Je crois que commettre des erreurs, trouver ces excuses n'est pas justifié, d'autant plus que Hollande a été élu en moins de 2 mois. Il est au plus bas du sondage. Je crois que, bien sûr, l'apprentissage du pouvoir. Développez votre pensée. Ce que je vais juste dire par là, c'est que ils sont arrivés au pouvoir avec un programme. Et ce programme doit être respecté. Et à la fin de leur mandature, on peut justement les sanctionner par la voie des urnes. Mais il ne peut pas... Je crois que tout ce qu'elle vient de dire, moi, je me mets justement en accord avec elle, d'autant plus qu'il faut retourner sur la table de la négociation. Ça ne fera pas du bien aux Occidentaux, ni aux Américains. Les islamistes modérés vont se radicaliser maintenant. Parce que la situation aujourd'hui... C'est ça qui va créer des salafistes. Bien sûr. Là, franchement, la situation de l'Égypte est une situation très grave pour toute l'Afrique. Préoccupante. Allez, passons à ce troisième sujet. Et ensuite, après, je rappelle à celles et ceux qui viennent de nous retrouver, vous savez, en seconde partie de cette émission, nous parlerons de contrôle aux faciès. Vous connaissez, vous, vous avez participé d'ailleurs à ce mouvement Stop au contrôle aux faciès. Tout à l'heure, on les reçoit. Alors, restez avec nous parce qu'on reçoit 2 invités tout à l'heure de marque. À la fois Issa Coulibaly, qui est le directeur d'ONG étudiant en sciences politiques, et puis Maître Slim Benachour, qui est avocat au barreau de Paris. Je parle de cela puisque c'est la deuxième partie de cette émission. Allez, petite transition. Je veux parler de Dakar. On en a parlé la semaine dernière. Je veux parler des manifs, de l'eau, de l'opposition. Ce que je vous propose, c'est regarder ce sujet qui est proposé par l'agence de presse Afrique TV. Et on va venir tout de suite commenter sur ce plateau même cette tragédie. Regardez. Le Parti démocratique et ses alliés se sont donné rendez-vous dans les rues de Dakar pour une marche de la colère. Environ 1 millier d'opposants ont ainsi manifesté contre la politique du président Macky Sall et réclamé la libération du fils de l'ancien président, Karim Wade, incarcéré depuis le mois d'avril.
il y a la cherté de la vie, il y a les inondations, il y a le manque d'eau, il y a le manque de travail pour les jeunes. Il n'y a aucune alternative. Et jusqu'à présent, ce gouvernement-là ne nous a pas offert une orientation exacte. On ne sait pas où va le pays. En fin d'après-midi, les manifestants se sont dispersés dans le calme. Au siège du PDS, la formation de l'ancien président, les cadres du parti affirment que la mobilisation est un succès. Nous sommes déterminés. Ça montre que le peuple est déterminé, que nous allons aller jusqu'au bout. Nous demandons à ce que la politique change. Parce que c'est une politique qui appauvrit le peuple. Nous demandons à ce qu'on libère nos frères qui sont injustement emprisonnés. Nos frères et sœurs qui sont injustement emprisonnés. Donc nous sommes clairs et donc nous allons aller jusqu'au bout. À 6 mois des élections locales, cette manifestation aura aussi permis les retrouvailles d'une partie de la grande famille libérale, divisée en de nombreuses chapelles depuis la chute de Wade. Eh bien, justement, on va commenter cette histoire concernant la préoccupation des Sénégalais. Je vais parler de Dakar, des Dakarois, n'est-ce pas? Et puis surtout de l'eau, de cette problématique. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Sall, il a déçu? Moi, je crois que déjà cette manifestation prouve la vitalité de la démocratie sénégalaise. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'affrontement violent, les gens ne se sont pas tirés dessus, il n'y avait pas eu les matraques des policiers. Et moi, je salue vraiment cette vitalité de la démocratie. Maintenant, pour ce qui concerne le problème de l'eau, bien sûr, nous parlons ici, là, de l'assainissement de l'eau potable. Nous parlons de la problème énergétique. Et c'est un vieux débat sur le continent africain. Tout à l'heure, notre ami disait que l'Afrique doit prendre ses responsabilités. Bien sûr, c'est le seul continent au monde. Justement, parlons-en. Est-ce que Macky Sall a pris ses responsabilités ou pas du tout? Macky Sall, quand on regarde les manifestations, moi, je pense qu'il a déçu. Moi, je peux pas concevoir que des Sénégalais vivent dans le noir. Et visiblement, ce que j'ai constaté, c'est que les pauvres ont 2 heures par jour d'électricité. Les riches, ils ont de l'électricité toute la journée. Donc, je suis désolée, on peut pas traiter son pays de cette manière-là. Il y a bien des centrales électriques. Donc, que fait le gouvernement? Vous pensez que ça va durer, cette gronde? La gronde, est-ce qu'elle va prendre de l'ampleur de plus en plus? Oui, je pense que si le gouvernement ne prend pas en main ces problèmes, oui, je pense que même elle va s'accentuer. Ah, Gabriel. Et attendez, il y a un monument, je voulais dire, de la Renaissance africaine, une statue qui fait 52 mètres. Tous les soirs, elle est allumée. Et les gens vivent dans le noir. C'est absolument scandaleux. Effectivement, ce qu'elle vient de dire, c'est choquant, non? La question, c'est vrai que là, on se dit où sont les priorités quand même. La question des délestages au Sénégal, c'est une question qu'on retrouve dans de nombreux pays africains. Mais au Sénégal, elle perdure, la question énergétique. C'est un vieux problème structurel du Sénégal, hein, la question énergétique. Macky Sall est arrivé à la présidence il y a peut-être 2 ans, c'est ça? C'est ça, 2 ans. 2 ans. Et même si on n'est pas pour lui, on ne peut pas penser qu'en 2 ans, on puisse résoudre en profondeur ce type de questions. Macky Sall est arrivé au pouvoir dans un Sénégal qui était très tendu. Vous vous souvenez, il y avait beaucoup de manifestations, etc. Le président Wade est tombé, Macky Sall est passé à la présidence, mais tout le mouvement des jeunes, tout l'élan, tout l'espoir du pays, l'espoir était énorme. C'est souvent comme ça, comme avec Obama aux États-Unis. Plus l'espoir est grand, on voulait mettre fin à ce qui commençait à devenir le règne d'Abdoulaye Wade, et on a porté les espoirs sur quelqu'un qui a promis beaucoup aussi pendant sa campagne. Est-ce qu'il ne faut pas libérer Karim Wade pour calmer les esprits? Pour calmer les esprits, non, est-ce qu'il ne faut pas... non. Oh là, on le voit tout de suite, les anti Karim Wade. Non, on ne peut pas libérer Karim Wade. On ne peut pas le libérer. Il faut d'abord... Il faut qu'il se justifie déjà. Karim Wade n'a pas été jugé. Karim Wade a été arrêté assez précipitamment. Parce que la politique, c'est souvent un peu vicieux, surtout dans certains pays. C'est-à-dire que le président a été attaqué sur les questions sociales et économiques et il a porté le fer sur les questions politiques très politiciennes. Il a des biens qui font 694 milliards de francs. Donc il doit se justifier. Non, c'est après un jugement. Je suis désolée. Oui. Non, mais il peut être en détention pour l'instant. Donc elle est bien mal acquis. Il doit être jugé pour ça. Je suis désolée, il doit être jugé. Pourquoi vous il doit être condamné pour ça.
C'est quand on a jugé quelqu'un qu'on le condamne. Oui, bien sûr. On l'accuse d'un certain nombre de choses. On l'appelait l'homme de 10% au Sénégal. On l'accuse. Je connais très bien le Sénégal. Donc voilà. Très très bien. C'est le pays que je connais le mieux après le Cameroun et la France. Je connais très bien le Sénégal et j'y ai séjourné à de nombreuses reprises. Ce sont des gens que je connais même physiquement, tous, y compris pour parfois le premier d'entre eux. Vous le défendez, vous, Karim Mewad? Je ne dis pas que je le défends. Je dis que le Sénégal... C'est sa position, il peut, hein. Non, je n'ai pas dit que je le défends. Il est indéfendable. Non. Je n'aime pas les clichés. Je n'aime pas qu'on condamne les gens avant de les avoir jugés. Et je veux toujours vous rappeler, si vous ne connaissez pas la politique est très vicieuse. Vous travaillez auprès d'hommes politiques, c'est très vicieux. Oui, on a vu des gens emprisonnés injustement. Je ne dis pas que c'est son cas. Je dis on va démontrer lors d'un procès la culpabilité de Karim Wade. C'est tout. Tout le reste relève encore de la politique. Gabriel, je crois que le gouvernement de Macky Sall n'est pas un gouvernement idiot. On ne peut pas détenir quelqu'un arbitrairement. Ils sont en train de mener des investigations. Ce n'est pas en plein milieu de l'investigation, des recherches. Ça s'appelle la détention provisoire. Bien sûr, ça peut durer le temps que ça va durer. Est-ce qu'il peut sauter? Est-ce que Macky Sall, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il risque de sauter? Non, il ne peut pas sauter. Nous ne sommes pas dans une république bananière au Sénégal. Les Sénégalais sont des vaillants, courageux, qui ont un respect pour la démocratie. C'est un pays exemplaire. Non, il ne va pas sauter. Nous ne sommes pas... Non, les militaires ne vont pas se lever demain pour aller prendre... Bon, d'accord. Donc, pour ce qui concerne Karim Wade, il faut bien sûr qu'il y ait des investigations, qu'il soit blanchi. Mais s'il est blanchi, il va demander réparation. Exactement. Mais dans une société... Et s'il est condamné, bien sûr. Donc, pour l'instant, moi, je ne comprends pas pourquoi on va le libérer. Revenons, s'il vous plaît, à la coupure d'électricité, à l'eau, etc. Est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui le gouvernement a les moyens justement d'entretenir et d'organiser les infrastructures, les infrastructures nécessaires concernant évidemment cette capitale qui est importante, vous le savez, au regard de tout le monde. Je pense qu'il en a les moyens, il n'y a pas une volonté du gouvernement d'améliorer ça. Parce que c'est des besoins vitaux. Boire, ne pas être éclairé, c'est des besoins vitaux pour vivre. Donc quand on a un gouvernement sain et responsable, on ne peut pas laisser ses habitants dans le noir ou avec de l'eau qui n'est pas potable. C'est évident. Et dans beaucoup de pays, je vous ai dit que la question se posait, elle est souvent ancienne, parce qu'on n'a pas souvent su anticiper les questions énergétiques. Même dans un pays comme le Cameroun, qui est en apparence calme, il y a des problèmes de délestage, il y a des problèmes d'eau. En ce moment, ils sont en train de construire plusieurs centrales électriques ou des choses comme ça pour pouvoir, à Yaoundé, à Douala, les deux grandes villes du pays, il y a des moments où on passe une partie de la journée dans le noir ou sans eau. Allez, on passe au dernier sujet. Au Sénégal, ça existe, et dans d'autres. Allez, on va en parler justement. Sur ma fin, mais bon, j'espère que j'aurai l'occasion qu'on revienne sur mais comme on s'est mis légèrement un peu en retard, on va continuer, on va poursuivre avec le dernier sujet avant de retrouver nos invités. Ici même, dans le cadre de cette deuxième partie de Ça fait débat, vous pouvez commenter et réagir et puis dire votre pensée de façon très libre sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat en direction le Maroc. Vous avez entendu parler de cette histoire de Kiss? Deux jeunes adolescents qui se sont embrassés, qu'on a emprisonnés, puis relâchés, et puis ça a créé un mouvement populaire. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler sur les... On a les images qui défilent derrière nous. Okay, Siam Swede. À travers les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça, moi, super mignon, personnellement. Voilà, on peut pas... Au contraire, on peut pas empêcher l'amour... Je rappelle juste, si vous permettez. Alors, la photo est jugée comme une atteinte grave à l'éducation et à la culture marocaine. Et atteinte aux sentiments des citoyens. Le Maroc est-il un pays où les droits de l'homme sont respectés? Non, c'est pas respecté. Il ne respecte pas la liberté d'expression ni la liberté de la presse. Je suis désolée sur ça. Comment voulez-vous, excusez-moi, comment voulez-vous sincèrement, comment voulez-vous qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, une occidentale, n'a même pas le droit de se promener la tête nuit? Comment vous ne voulez pas que chaque société puisse avoir vraiment son identité et que la meilleure identité, excusez-moi, c'est l'identité occidentale. Maintenant, si les Marocains jugent que cette photo porte atteinte... C'est un baiser, quoi. C'est un baiser de deux adolescents. Le baiser peut se faire dans la chambre. Ils ne sont pas en train de faire l'amour tout. Allez, non, baiser peut-être dans la chambre. Non, mais c'est vrai qu'il est tout autant important de le souligner. Non, je crois que chaque société a ses règles, ses codes.
Donc, on ne peut pas imposer, nous, notre vue, notre regard occidental à tous les pays du reste du monde, sauf en Arabie Saoudite, où les femmes n'ont même pas le droit de conduire une voiture. Ça ne dérange pas les Occidentaux. Merci beaucoup. Ça mérite une vraie réflexion à John. Ça mérite une Et vraie effectivement, réflexion. ça mérite une vraie réflexion. Ce que dit là John, effectivement, est pertinent. Siam Sweden. Oui, non, mais et c'est vrai qu'il a en partie En même temps, raison. parlons des droits de l'homme. Non, moi je pense que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Maroc. Ils veulent se développer, ils veulent ressembler à l'Occident. Le roi du Maroc veut ressembler à l'Occident, mais par contre, il veut museler sa presse, il met les journalistes en prison, il met les rappeurs en prison. Des cinéastes aussi. Oui, des cinéastes. Et je voulais parler d'un rappeur Mouad qui a été condamné à 1 an de prison pour un morceau de rap, pour avoir dénoncé la corruption policière. Donc c'est extrêmement grave. Pour un pays démocratique, c'est extrêmement grave. Voilà, Alors parlons-en justement, parlons-en. Ce sera ma dernière question. C'est vrai qu'on est en train d'assister, vous l'avez rappelé ici, très justement, à une grosse mobilisation de soutien. Siam Sud, vous avez fait référence aux réseaux sociaux. Alors je suis en train de me poser la question, et je vous la pose, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un nouveau pouvoir, qui est celui des réseaux sociaux? Au Maghreb, je parle, et puis plus globalement, en Afrique, d'accord? Est-ce que c'est l'arme des jeunes? C'est l'arme de la révolution même. C'est l'arme de la révolution même. Si, ça a été grâce aux réseaux sociaux. En Tunisie, c'est grâce aux réseaux sociaux. Je crois qu'on a vu la fin du film. On a vu la fin du film, que ce soit en Égypte ou dans les autres pays. On a vu. Tout le monde avait cru vraiment qu'avec les réseaux sociaux, d'un seul trait de baguette magique. La guerre en Mali, on l'a vécu. La guerre en Mali, on l'a vécu à travers les réseaux sociaux. Non, mais à travers l'outil de communication. Attention, parce que il faut justement ne pas tout de suite avoir l'idée de dire que tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur Internet est une réalité. Nous sommes des hommes de la communication, c'est comment on crée les informations, comment on crée des intox aussi, on le sait. Mais ce que je voulais juste ici dire est qu'aujourd'hui, le seul pays qui est encore stable en Afrique du Nord, c'est le Maroc. Mais est-ce que quelque part, je ne vais pas rentrer dans l'esprit de tout complot ou bien d'esprit de complot, mais est-ce que quelque part là, ce pays n'est pas testé pour voir sa capacité de résistance? C'est le seul pays qui reste... Vous êtes en train de nous dire qu'on veut déstabiliser le Mohamed VI? Mais on a vu Bouazizi, on a vu Bouazizi, ce qui s'est immolé. Moi, je condamne tous ces pays où la dictature règne en maître. Je condamne l'emprisonnement des délits de presse. Je condamne les délits de presse. Mais ce que je voulais juste dire, pour l'heure, en tout cas dans cette région, c'est encore le Maroc qui est le seul pays où moi j'y vais souvent au Maroc, que ce soit à Marrakech. Vous êtes en train de dire qu'on est peut-être en train de tester la stabilité du Maroc. De tester la stabilité du Maroc, pas des sujets aussi banals. Ah là, on est effectivement, on est un peu dans la théorie du complot là quand même. Il y a quelqu'un, vous savez, la stabilité du Maroc peut-être ne fait pas plaisir à un certain nombre de personnes. C'est le seul pays aujourd'hui dans cette région qui est stable. Oui, c'est le seul pays qui est encore muselé, en effet. Désolé, mais on doit passer à notre seconde et dernière partie de cette émission. Vous savez, merci à vous, merci à Gabriel Mbarga, qu'on retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. Bien sûr. Merci à toi, exprimé sur le Maroc, mais je pense que la liberté, les droits de l'homme ne se résument pas à une question de baiser. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il ne se résume pas à une question de baiser. Pardonnez-moi, mais c'est une histoire de temps. Ça tourne. On a le droit de faire plein de choses. Il faut aller vite. Siam Sweden, chargé de mission auprès de Christiane Taubira, qui est ministre de la Justice, d'accord. Oui. Et puis vous êtes aussi également chroniqueuse pour le magazine Le Point. Oui. À très bientôt. À très bientôt, merci. Merci à John qui est journaliste, John Haïté de sa vie, qui est journaliste et puis aussi qui est le président du réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, le RAPEC. Voilà, le RAPEC, c'est dit, tout est dit. Merci à vous, je peux vous applaudir. Ce fut un débat très intéressant. Là, maintenant, ne bougez pas, restez avec nous puisque vous avez rendez-vous avec Contrôle au faciès. Ah ben alors, Siam, je voulais vous donner la parole. Stop au contrôle au faciès. Stop au contrôle au faciès avec Issa Coulibaly, directeur d'ONG, et puis maître Slim Benachour. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans Ça fait débat. Deuxième partie de Ça fait débat. Vous le savez, comme chaque jeudi soir, à 21h30 précise, vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux, la page Facebook Ça fait débat, et puis sur Twitter, CF débat. Aujourd'hui même, nous allons parler des contrôles au faciès. N'est-ce pas, messieurs? Bonsoir tout d'abord. Bonsoir. À ma droite, nous avons maître Slim Benachour. Bonsoir, maître. Bonsoir. Avocat au barreau de Paris. Tout à fait. Avec une spécificité peut-être? Droit de la non-discrimination et droit du travail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à monsieur, nous avons donc monsieur Coulibaly Issa, qui est le directeur de ONG et puis surtout le président de PAAPA.
Pas à pas Belleville, une association des jeunes de Belleville. Belleville, c'est un quartier de Paris, il faut le dire pour ceux qui nous regardent, dans le 19e. Absolument. C'est bien cela. Merci monsieur. Justement, parlons-en. Parce que vous savez, ici, nous, on aime bien parler des choses qui fâchent. On a à plusieurs reprises, on a diffusé le spot concernant... D'abord, ma première question. Peut-être non. Ma première question va se tourner vers l'actualité brûlante de la semaine dernière. Contrôle aux faciès, 13 plaignants déboutés face à l'État. Votre réaction? Est-ce que ça, vous y attendez? Parce que vous vous êtes dit, finalement, ce n'est pas une surprise pour vous. Surprise ou pas surprise? Maître? Nécessairement pour un avocat, c'est une surprise, hein, vu le contexte politique, un peu moins. Mais je dirais que c'est aussi une grande surprise pour l'État. Et si vous le souhaitez, je développerai un peu plus loin ce propos. Issa Coulibaly? Pas de surprise, hein, malheureusement. La surprise aurait été une décision favorable et une reconnaissance des discriminations et des contrôles aux faciès. Bon, c'est dommage, c'est un acte manqué, mais on peut au moins être content que ça a permis une libération de la parole. Et puis, les personnes qui ont porté plainte ont montré un exemple autre que celui de la résignation, qui est l'attitude habituelle des jeunes face au contrôle abusif. Vous faites appel? Oui. Oui. Oui, tout à fait. C'est une décision qui a été prise sagement? Avec l'ensemble bien évidemment, parce des interlocuteurs? à ce stade, je dois quand même vous dire que le dossier, d'un point de vue juridique, se tient. Ça veut dire que les 13 demandeurs vont gagner. Donc la question ne se pose pas de savoir s'ils vont gagner ou perdre. La question qui se pose, c'est quand. Donc, est-ce que ça sera en première instance? Non, nous avons perdu. Cour d'appel, on verra. Cour de cassation, peut-être. Et si rien ne fonctionne en France, nous irons à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous êtes confiant? Ah oui, oui. Motivé, déterminé. Qu'est-ce qui assure cette confiance? Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes suffisamment confiant concernant cette histoire, évidemment, qui pose problème ici même en Europe et plus précisément en France? Tout simplement le droit. Tout simplement le droit. On s'est prononcé déjà sur ce type de problème ailleurs sur la planète, notamment... Vous êtes en train de nous dire que le droit n'est pas appliqué ici en France? Exactement. Exactement. Votre question est totalement pertinente et c'est la question qui doit être posée aujourd'hui. Pourquoi le droit n'a pas été appliqué dans ce dossier? J'ai une petite réponse là. Sur vous avez une petite réponse. Allez-y, allez-y. Hein. Justement, on en parle. Allez-y. N'attendez pas parce que j'ai plein de questions à vous poser. Parce que je pense que, alors, c'est très bien que vous nous ayez invités. Il faudrait inviter à un moment donné, au-delà des policiers, parce que c'est pas eux les personnes qui sont visées par la procédure, mais l'État. Et je considère que ce dossier est un désastre pour l'État et pour l'administration qui dirige cet État, c'est-à-dire l'administration socialiste. Rappelez-vous la campagne électorale, rappelez-vous les engagements qui ont été pris, l'engagement 30 sur la lutte contre les discriminations, contre le contrôle aux faciès. Eh bien, cette administration a été prise en flagrant délit de double langage, de double jeu. D'un côté, je vous dis que je lutte contre la discrimination. Dans le cadre du procès, l'État, écoutez bien, l'État, et ça a été validé par... Attendez, laissez-moi aller. Et validé par le juge, l'État a demandé à ce que les règles élémentaires du droit de la non-discrimination ne soient pas appliquées. Justement, est-ce que vous êtes en train de nous dire, messieurs, et je vais donner la parole à Issa Coulibaly, les Noirs et les Arabes ont respectivement jusqu'à 11 à 15 fois, et 15 fois 11, et 15 fois plus de risques d'être contrôlés que les Blancs à Paris? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un constat, monsieur Issa Coulibaly? C'est un constat, c'est pas moi qui le fais, c'est pas nous qui le faisons, c'est un constat scientifique. C'est une étude scientifique menée par des chercheurs du CNRS qui a montré ça en 2009 à Paris. Donc c'est un fait avéré. Et plus que l'existence des contrôles, qui n'est plus du tout à prouver maintenant, c'est l'impact de ces contrôles, l'impact qu'ils peuvent avoir, et notamment sur la société. Il y a énormément d'impacts qu'on ne voit pas. Est-ce que vous-même, vous avez fait déjà l'objet d'un contrôle aux faciès? Bien sûr. Répondez-moi franchement, oui, et après je poserai la même question à Maître. Bien sûr, bien sûr. J'ai grandi dans le quartier populaire de Belleville, et c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Et ce qui est grave là-dedans... Quand on subit, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment? Justement, c'est à ça que je voulais en venir. Quand on subit ça, surtout quand on est jeune, surtout étant jeune, c'est vraiment le rapport à l'État, à l'institution qui est détruit. Parce que c'est très souvent ça arrive souvent à des très jeunes hommes, plus souvent qu'à des femmes, et c'est leur très rare contact avec l'institution, avec l'autorité en dehors de l'école. C'est les policiers qu'ils ont en face. Très intéressant ce que vous dites, Issa Coulibaly. Vous-même, est-ce que vous avez été victime d'un contrôle aux faciès? Non, parce que malgré mon patronyme, je pense que je suis dans des quartiers habillés d'une telle façon
un âge aussi qui, à mon avis, ne permettent pas d'envoyer les signaux grossiers qui permettent le contrôle de police. Alors, ma question va être très claire et brute. Vous savez, est-ce que ces spots que vous avez diffusés toute la saison dernière et puis cette année, on les voit d'ailleurs, il est très bien fait ce spot, bravo, mais est-ce qu'il sert à quelque chose ce spot? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il interpelle l'opinion publique, qu'il interpelle les téléspectateurs, qu'il interpelle l'ensemble des Français? Issa Coulibaly. C'est ça qui est important. Mon sentiment, non, je ne pense pas que ça règle la chose, Issa. On est encore dans le déni. Déjà, c'est pas nous le spot, hein, c'est Stop au contrôle aux faciès, un collectif d'associations qui travaille très fort sur ce sujet-là notamment et qui a diffusé. Et bien sûr que ce genre d'action est très intéressant. Ça sert du côté de ceux qui sont victimes de ça pour qu'ils prennent conscience que c'est pas normal, parce que l'attitude normale c'est la résignation par rapport à ça, qu'ils prennent conscience que c'est pas normal et qui se battent pour leurs droits simplement. Et de l'autre côté, ça peut parler beaucoup plus largement. Parce que, notamment, la deuxième saison de Mon premier contrôle d'identité, parce que c'est de ça que vous parlez, c'est vraiment des gens très insérés dans la société, qui peuvent être écrivains, chercheurs, artistes, des gens très différents qui subissent et qui expliquent la manière dont ils subissent. On a eu le gouvernement Sarkozy qui, lui, vous le savez très bien, a parlé de discrimination positive. Maintenant, on nous parle avec le gouvernement Hollande de récépissé. Mais messieurs, quand est-ce qu'on va trouver une mesure à cela? Maître? Alors, discrimination positive d'un côté, récépissé de l'autre, est-ce que finalement ça sert à quelque chose? Je pense qu'il faut regarder les faits. Il faut regarder les faits. Les faits, c'est sous l'administration Sarkozy dont vous parlez. La réalité des jeunes, et en tout cas des jeunes perçus comme noirs et arabes, était plus liée par les quotas, les obligations de résultats, que par les déclarations de Sarkozy au début de son mandat. Aujourd'hui, je ne pense pas que les choses ont changé. Issa, vous parlez d'un constat scientifique. Il se trouve que ce constat scientifique, il est fait partout sur la planète où on s'y intéresse. À New York, par exemple, on sait qu'on contrôle à 80%. Alors attention, le contrôle, nous ne remettons pas, bien évidemment, en question le travail des policiers. François Hollande, il s'est mobilisé là-dessus en pleine campagne. Il s'est engagé, justement, en direction de ses acteurs associatifs. Issa Coulibaly. Absolument, il a pris un engagement qui s'est matérialisé dans ses 60 engagements par l'engagement numéro 30, qui s'engageait à lutter contre le délit de faciès, dit clairement comme ça, et pour l'instant on attend. Alors comment l'expliquez-vous aujourd'hui que c'est un chantier qui a été à l'abandon? On a déjà une petite réponse, parce que la décision de la semaine dernière est une décision qui valide la thèse de l'État. Vous avez donc, vous parlez de François Hollande, de l'État français. Eh bien là, l'État français, dans les échanges qui ont lieu devant le juge, ont pris la responsabilité, qui est quand même une responsabilité, j'imagine, historique extrêmement importante, de dire que les contrôles d'identité ne sont pas dans le périmètre de la non-discrimination. C'est-à-dire que l'activité du contrôle de routine, tel qu'il est qualifié par les policiers, sont abstraits, les contrôles sont abstraits du droit de la non-discrimination. Ça veut dire quoi? Très factuellement. Ça veut dire qu'un contrôle policier en l'état aujourd'hui ne peut pas être discriminatoire, alors que vous savez qu'un employeur n'a pas le droit de discriminer, un bailleur n'a pas le droit de discriminer, vous savez aussi les discothèques n'ont pas le droit de discriminer. Mais en l'état, vu la défense de l'État, de la République, et tout cela validé par un magistrat, fait qu'un policier ne peut pas discriminer, sauf, alors je ne veux pas être trop technique, sauf ce qu'on appelle la faute lourde, c'est-à-dire il faudrait que le policier, en même temps que le contrôle, remette un papier dans lequel il dirait très important. Je vous contrôle en raison de votre couleur ou de vos origines. En tout cas, Maître, merci de nous rappeler évidemment tout cela, c'est hyper important. Bref, le contrôle aux faciès, on a bien compris que c'est une bombe à retardement. On est d'accord? On est d'accord. Bombe à retardement dans la République. Pas retardement, parce qu'elle a déjà explosé à plusieurs reprises. Il est anxiogène quand même. Oui, 2005 par exemple. Je vous rappelle que les émeutes, qu'on appelle les émeutes, ont démarré sur un contrôle d'identité. Alors, elle mine quand même surtout, elle mine l'unité de la nation. C'est ça qui est important. Absolument. Et ça, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un divorce entre la police et les jeunes? En tout cas, il y a et les citoyens issus de l'immigration. Au-delà même des citoyens de l'immigration, au-delà même des jeunes, il y a un divorce entre la population française et sa police. Tout le monde le fait, ce constat-là. Il y a de grandes difficultés, il y a peu de confiance en sa police. À la fois, il y a une grosse demande de sécurité, à la fois, il y a très peu de confiance en la police. Qu'est-ce qu'il faudrait instaurer selon vous, alors? Pour résoudre, au-delà même des problèmes avec les jeunes, au-delà même des problèmes dans les quartiers populaires,
le rapport entre la police et les citoyens, s'engager sur la non-discrimination dans les contrôles de police est une très très bonne base, vraiment une base sur laquelle on peut reconstruire de la confiance. Comment jugez-vous la politique actuelle de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, sans langue de bois? Oh, si je dois porter un jugement, il vaut ce qu'il vaut, c'est le mien. J'estime qu'il est trop proche de la politique de ses prédécesseurs. On ne voit pas de changement. On a l'impression que la politique du chiffre est toujours à l'ordre du jour. Vous êtes en train de nous dire qu'il applique exactement la politique de Sarkozy? On a ce sentiment. Vous avez ce sentiment? On a ce sentiment. Vous le regrettez? On le regrette complètement, surtout au vu des engagements qu'ont pris le président pendant la campagne. Comment vous voyez l'avenir là à terme, à court moyen terme? On va continuer à lutter. Vous pensez que ce divorce va s'aggraver, va s'accentuer et puis surtout va provoquer des émeutes de nouveau comme on l'a vécu en 2005? Au-delà du divorce, je pense que c'est vraiment une occasion pour la réconciliation. C'est vraiment un sujet, une occasion pour avancer sur ces sujets-là et pour avancer sur la réduction de la fracture entre les quartiers populaires, entre la jeunesse des quartiers populaires tout particulièrement et la nation tout entière. Maître, je vous pose la question, elle est technique. Pour ou contre les récépissés lors des contrôles de police? Bien Parce sûr. que vous pensez que ça peut-être c'est une des solutions qui peut s'esquisser d'ailleurs. Bien sûr, mais c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour la personne, le citoyen qui est contrôlé, parce que le contrôle d'identité, on n'en a pas parlé, mais il s'y passe beaucoup de choses. Et il s'y passe normalement l'humiliation de la personne, surtout quand il est procédé à plusieurs reprises dans la même semaine. Mais c'est aussi une très bonne chose pour les policiers. Parce que ça leur permettrait de pouvoir justifier... Vous êtes en train de dire que les policiers se lâchent en ce moment et que ça servirait à ce qu'ils se lâchent moins? Moi, c'est ce que je comprends. Oui, non, j'essaie de lire entre les lignes. Les études qui ont été faites montrent que le fait même de rédiger un récépissé amène le policier à se poser la question de la légalité de son acte, c'est-à-dire est-ce que je contrôle conformément au code de procédure pénale. Alors que le contrôle de routine tel qu'il est opéré aujourd'hui, c'est l'arbitraire. Bon, alors lutter contre le délit de faciès, écran de fumée alors? Aujourd'hui, bien sûr, on est dans le double jeu. Jusqu'à ce jour, on est dans le double jeu, bien évidemment. On attend que ça commence. Issa Coulibaly? Absolument, on attend que ça commence. On attend qu'on prenne vraiment ce sujet à bras-le-corps. Est-ce que le combat continue pour vous? D'ailleurs, comment il s'annonce dans les semaines à venir? Vous, de façon, dans la procédure, comment ça s'annonce? Sur le plan judiciaire, vous savez, malheureusement, c'est un temps long. Donc c'est un appel. Et puis, je dirais, la société civile, c'est à elle de s'approprier et la décision, qui est une décision de rejet, et de créer à partir de ce point-là. Mais je vois déjà poindre ce qui est en train de se passer. Beaucoup d'associations ont été extrêmement déçus des déclarations de Hollande, de voir la défense de l'État dans le dossier, et aujourd'hui appellent à ce que le Parti socialiste soit battu dans les urnes au municipal et l'année prochaine. En un mot, les Noirs et les Arabes continuent d'être victimes justement de ce contrôle au faciès? Ils continuent d'être victimes et encore une fois, on rate une bonne occasion de résoudre beaucoup de problèmes de considération et d'inclusion dans la société, notamment en direction des quartiers populaires. Allez messieurs, Issa Coulibaly et maître Slim Benachour, tout le monde y passe, personne n'y échappe, ça s'appelle le 5 secondes en 10 questions. C'est parti. Attention, un mot, pas de phrase. Un mot, attention, que représente pour vous l'Afrique, maître Slim Benachour? Une partie de mes origines. Issa Coulibaly? L'avenir. L'Afrique, quelle priorité à vous, Issa Coulibaly? L'éducation, pour être dans l'éducation. Maître Slim Benachour? La culture et l'éducation aussi. La culture et l'éducation. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous, maître? Une relation qui doit s'enrichir. Issa Coulibaly? Un mode de relation qui doit cesser. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Je réponds très, très varié, très divers, mais très intéressant. Maître? Beaucoup d'efforts à faire et la France doit accompagner à distance. Allez, chacun, puisqu'on arrive au terme de cette émission, un mot pour celles et ceux qui vous regardent concernant votre dossier. D'accord? On en a parlé longuement ici. Maître, tout d'abord, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez beaucoup de ce dossier avec évidemment le contrôle au faciès, les 13 plaignants déboutés face à l'État? La politique a déçu, le droit va prévaloir. Issa Coulibaly? On espère que la population majoritaire va petit à petit, grâce à nos actions, comprendre et ressentir l'importance de ce sujet et l'humiliation que peuvent générer les contrôles abusifs.
Donc vous nous parlez de prise de conscience. Absolument, de tout le monde, de l'opinion publique. Merci à vous. Donc Issa Coulibaly, directeur d'ONG, puis surtout président de Pas à Pas, à Belleville, ici même à Paris. Dans le 19e mètre, Slim Benachour, avocat au barreau de Paris. Merci messieurs. Vous savez, le camp, ça très très vite. Le temps s'écoule vite à une vitesse impressionnante. Mais on aura tout le loisir ici d'en discuter, d'en reparler. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous le rappelle à tous, vous pouvez continuer à commenter sur la page Facebook Ça fait débat. Et puis sur Twitter, CF Débat. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine en prime time, juste après le journal, avec autant de plaisir et sur la TNT, sur la chaîne numéro 23. Ciao, ciao. D'ici là, portez-vous bien.